15 cm de long sur 11 cm de large. Couverture cartonnée souple, au grain agréable. Page blanc cassé et lignes gris foncé. J'y dépose ce qui me vient, ma vie, mes idées. Bienvenue dans mon carnet. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Courant et je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode de Mon carnet. Aujourd'hui, je vous partage une idée que j'affectionne beaucoup, les 3 coups. J'ai toujours été fasciné par la capacité des grands acteurs et actrices à devenir corps et âme une toute autre personne. Normal dans ces conditions que ce genre d'histoire me vienne à l'idée. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui devait faire partie d'un roman que je n'ai finalement jamais écrit. J'avais donc à ma disposition pour l'écriture de cet épisode une abondance de notes d'intention et de détails. Trop même. À tel point qu'il m'a été difficile d'en créer une version qui tienne en 15 minutes de récit. Cet épisode sera donc un peu plus long qu'il le devrait. Je m'en excuse par avance. Mais trêve de bavardage, asseyez-vous confortablement. Le rideau va bientôt se lever. Attendons ensemble que retentissent les 3 coups. Fleur enfouit son visage dans l'oreiller pour étouffer les sanglots nerveux qui montent dans sa gorge. Encore ce bruit. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? La paume des mains sur les oreilles, elle appuie si fort que c'en est douloureux. Pourtant les murmures demeurent, semblables à la rumeur qui parcourt une salle de théâtre avant le lever du rideau. Recroquevillé en position fétale, enfoui sous ses couvertures dans la nuit noire, il entend ce public imaginaire et sent presque sa présence, comme s'il était à quelques mètres à peine. Pourtant il n'y a personne dans son studio de banlieue parisienne, elle le sait. Fleur est terrifiée de ne plus être capable de faire ce qu'elle aime le plus au monde, jouer la comédie, devenir quelqu'un d'autre totalement. Exprimer avec son corps et sa voix une déclinaison infinie de sentiments. Elle est douée, elle a du talent, elle en est intimement convaincue. C'est juste que la chance n'a jamais joué en sa faveur. Le sort semble s'acharner sur elle. Une actrice schizophrène. Quelle sorte de mauvaise blague lui a encore réservé le destin ? Au bout de quelques minutes, le bruit s'estompe et avec lui l'impression d'être observé. Le corps de Fleur se détend peu à peu. Les sanglots s'arrêtent, la fatigue fait le reste. Ses pensées dérivent avant de se diluer dans l'inconscient. Encore une audition désastreuse. Le manque de sommeil lui a coûté un nouveau rôle. Installée sur une chaise en osier à la terrasse d'un troquet, Fleur tire un paquet de cigarettes de son trench crème. Le tenancier de l'endroit s'approche pour prendre sa commande. Visage Rubicon, chemise blanche retroussée et gilet anthracite. Il la détaille d'un air lubrique tandis qu'elle commande son café. Il s'en retourne à l'intérieur et raconte en chemin la trouvaille, c'est le mot qu'il emploie, qui vient de s'asseoir à la table de sa terrasse. Ses clients, hilars, éclatent en chœur d'un rire grivois. Le patron revient et dépose le café sur une petite table ronde. C'est 1,20 €, ma petite dame. Fleur répand sur la table une pleine poignée de pièces cuivre et or. Il doit y avoir le compte, lui lance-t-elle avec un sourire carnassier. Dans les oreilles de Fleur résonne soudain la clameur d'un public enthousiaste. Le genre de son enregistré qu'on entend dans les sitcoms américains. Ça ne provient pas de l'intérieur du café. Le son est très clair. Elle peut distinguer chacune des voix fantômes clairement, et situées dans l'espace. Pourtant, elle n'affiche rien de la terreur panique qui la saisit. Fleur tire une longue bouffée nerveuse sur sa cigarette. Son café terminé, Fleur fourre dans ses poches le téléphone, le paquet de cigarettes et le briquet qu'elle avait sorti. Elle s'apprête à se lever quand une femme très grande, peut-être 1,90 m, s'arrête à sa hauteur, la main tendue vers elle. Elle porte des escarpins bleus, des collants bleus, une jupe de tailleur bleu, une veste bleue. Ses ongles sont vernis de bleu et ses lèvres sont peintes du même bleu. Même ses yeux sont bleus. Un bleu délicat qui rappelle celui du myosotis. « Je serai brève, rassurez-vous », lance la femme avec une assurance détestable. Ce faisant, elle attire à elle une chaise, s'assied à côté de l'actrice et dépose sur leur table une liasse de papier et un stylo bille au noir élégant. « Vous êtes actrice ? Il se trouve que je suis metteuse en scène. Et voici un contrat », annonce l'inconnu tout en désignant le papier sur la table. Fleur veut l'interrompre, mais l'inconnu poursuit sans s'en préoccuper. « Je vous observe depuis un certain temps. Vous avez du talent. Vous avez encore de la passion pour ce métier malgré votre âge. C'est pas tant l'argent ou la soif de célébrité à tout prix qui vous attire. Jouer, c'est ça qui vous plaît. Ça se sent, ça se voit. Et c'est de ça dont j'ai besoin. Quelqu'un qui veut jouer. Quelqu'un qui veut repousser les limites de son art. » Fleur la coupe avec mauvaise humeur. « Excusez-moi, mais je ne vous connais pas. Vous arrivez à ma table avec un contrat et... » La femme en bleu claque des doigts et les murmures envahissent Fleur plus fort que jamais. « Rendez-vous compte, bon sang !
Vous avez supporté ça pendant 3 semaines sans perdre la raison. Vous allez continuer de manger, de fréquenter les auditions, de voir vos amis et votre famille. Il y a quelques minutes, alors qu'une foule invisible hurlait dans votre tête, je n'ai pas pu détecter le moindre tremblement, tressaillement des lèvres ou soubresaut des paupières. Vous êtes la première depuis plus de 50 ans à réussir notre audition. Vous êtes née pour ce rôle. Fleur est livide. Les ongles de ses doigts se sont enfoncés dans ses paumes sous le coup de l'émotion. Son regard oscille entre la pile de feuilles et la femme en bleu. Celle-ci la regarde d'un air satisfait, attendant une réaction ou sans doute une réponse. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat ?» demande Fleur d'une voix éraillée. « La représentation dure 1 an, annonce la metteuse en scène. Pendant 1 an, vous recevrez des scripts de scènes à jouer. Vous devrez en respecter le contenu à la lettre près. Tout manquement sera gravement sanctionné. Et par gravement, j'entends la mort. » En d'autres circonstances, Fleur aurait éclaté d'un rire tonitruant. La mort, rien que ça. Quelle blague de mauvais goût. Mais l'écho des voix multiples et indistinctes continue de résonner en elle malgré leur disparition. La mort, murmure l'actrice sans quitter des yeux son interlocutrice. Celle-ci reprend. Tout travail mérite salaire et vous pourrez constater en lisant le contrat que le vôtre suffira largement pour payer vos factures. Je sais que ce n'est pas l'argent qui vous décidera. On ne choisit pas cette carrière en pensant à l'argent. Alors si ça peut faire pencher la balance en notre faveur, à l'issue des 1 an, nous vous garantissons une célébrité mondiale. Tous les plus beaux rôles dont vous avez pu rêver à portée de votre main. La metteuse en scène s'approche un peu plus, et sa voix prend le ton de la confidence. J'ai attendu longtemps de rencontrer une actrice comme vous pour que ce projet puisse enfin voir le jour. Il s'agit du rôle de toute une vie, une expérience unique. Personne n'a jamais fait ce qu'on s'apprête à faire. Ensemble, on va inscrire notre nom dans l'histoire de la comédie. La vraie question c'est, est-ce que vous vous sentez à la hauteur ? Elle avait signé. Peut-être qu'elle était réellement folle finalement. C'était sans doute le cas. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose d'exaltant se passait dans sa vie. Elle avait signé pour cette promesse. Le premier script arriva par coursier 10 jours plus tard. Une 20aine de pages dans une enveloppe craft. Le début d'une nouvelle vie, titrait la pile de papier. Fleur y interprétait le rôle de Rose, personnage qui lui ressemblait en tout point. Même âge, même vie de petits boulots, d'auditions ratées et de rôles médiocres. Les mêmes déboires sentimentaux aussi. Le script décrivait en détail la dispute qui opposait Rose et son amant depuis 2 ans, Étienne. Un homme marié qui entrait et sortait de sa vie au gré de ses envies. Un homme amoureux de toutes les femmes, sauf de la sienne qu'il méprisait. Le genre de type qui court les vernissages et les premières, non pas par amour de la culture, mais par soif d'y rencontrer de jeunes femmes fraîches et talentueuses. De voir sa vie détaillée sur le papier d'une façon si cynique, Fleur se sentit la plus idiote des femmes. Ce rôle n'avait rien d'une composition. Pas plus mal pour un début. Surtout quand sa vie en dépendait. Elle se mit à apprendre chaque ligne et indication du script par cœur dès la réception, répétant sans relâche toute la journée. À aucun endroit n'était fait mention de quand aurait lieu la représentation, ni même qui serait l'autre acteur. Fleur pensa naïvement qu'elle recevrait d'autres instructions par courrier. Puis, 2 jours plus tard, pour la première fois depuis la signature du contrat, elle entendit de nouveau les 3 coups. Elle comprit alors l'évidence. Il n'y avait pas d'autre acteur. Cette scène ne serait jouée dans aucun théâtre. À partir de maintenant et pendant l'année à venir, sa vie serait une scène de théâtre. Un plateau de tournage. Un canevas sur lequel chaque nouveau script viendrait broder une histoire inédite. Aujourd'hui, elle serait Rose. Mais demain. Elle comprit que ce n'était pas son âme qu'elle avait vendue en acceptant ce marché, mais bien sa vie. Pas le temps de s'appesantir sur son sort. La rumeur impatiente du public plus nombreux que jamais montait. Une foule immense et invisible qui l'encerclait de toutes parts. Fleur descendit du lit et balaya du regard le studio pour y trouver ses repères. Debout près de la porte d'entrée, les yeux clos. Elle repassa mentalement ses répliques et prit une grande inspiration. C'était Étienne. Il affichait un sourire radieux. Il venait lui annoncer qu'il avait quitté sa femme, pour elle. Chaque parole qu'il prononçait était celle du script. Même sa façon de se promener dans l'appartement et de gesticuler d'un air gauche était conforme aux indications scéniques. Fleur repensa à la lueur folle dans le regard de la femme en bleu, lorsqu'elle avait vanté le caractère unique et jamais vu de cette représentation. L'excitation la gagna elle aussi. Le public était là, et les acteurs aussi. Alors en scène, s'était-elle dit en assénant une gifle sonore à Étienne. S'ensuivit l'ajout verbale et physique qui devait se dérouler. 2 ans d'une relation destructrice résumée en 19 pages. Je t'aime, moi non plus. Étreinte repoussée, bousculade. Bris de verre, hurlements. Des larmes et de l'incompréhension. Étienne descendant l'escalier de l'immeuble, sous le regard accusateur des voisins sortis de leur palier. Les poings et le cœur serrés. L'ego meurtri. À genoux sur son paillasson,
tremblante, les yeux rougis. Fleur n'entendit pas les paroles de ceux qui se pressaient autour d'elle, inquiets. Galvanisée, elle n'entendit que le bruit tonitruant de ce public innombrable qui l'acclamait. Son compte en banque fut crédité quelques jours plus tard du montant promis dans le contrat, la somme invraisemblable de 12 000 €. La femme en bleu n'avait pas menti, l'argent n'allait plus être une source de soucis. Avec la même régularité que son salaire, chaque mois, sans faute, les scripts arrivèrent, développant dans un premier temps le personnage de Rose. Fleur imagina Rose comme une grande sœur, celle qu'elle aurait aimé avoir, sûre d'elle, élégante, tonitruante, une version plus mûre et indépendante d'elle-même. Et Rose débarrassa Fleur de ses amitiés, qui n'en étaient pas, ses cours de théâtre donnés par des charlatans, de ses relations à sens unique avec une famille codépendante et injuste avec elle. Pendant 4 mois, elle vécut un drame familial et social. Un film d'émancipation ancré dans le quotidien, drôle et triste à la fois, qui fit de Fleur une actrice comblée, mais terriblement seule. Plus personne sur qui compter, ni amis ni famille, plus d'autre travail que cette mystérieuse représentation. Et puis un beau jour, Rose avait disparu, laissant sa place à un personnage beaucoup moins recommandable, Rosa. En ouvrant le carton contenant le premier script de Rosa, Fleur y découvrit une arme à feu. Son corps resta tétanisé devant le pistolet automatique qui reposait sur la pile de papier. L'objet au toucher glacial ramenait avec lui la menace d'un danger de mort réel, sensation dont elle avait tout oublié ces derniers mois. Elle s'était mise à considérer à tort les scripts comme des amis qui lui voulaient du bien. Quelques recherches sur Internet lui apprirent que l'arme n'était pas chargée, et la sécurité enclenchée. Ça n'en demeurait pas moins une arme de mort. Une arme qu'elle allait devoir porter sur elle en permanence, car selon les premières indications du script, Rosa ne s'en séparait jamais. La lecture de ce nouvel opus fut une réelle épreuve. La mort la guettait à chaque coin de rue, à chaque rencontre. Ce n'était plus une menace immatérielle, une épée de Damoclès brandie par une femme en bleu soucieuse que le texte de ses auteurs soit respecté. Non. En face d'elle se tiendraient de vrais truands, des gens avec du sang sur les mains. En effet, dans le script, Rosa rencontrait un dénommé Elliot, l'ambassadeur français d'une famille de crime organisé basée en Europe de l'Est. Un homme brun, taciturne, râblé, aux grosses mains calleuses. Un type malin qui avait investi dans l'immobilier, rachetant à travers la capitale de nombreux petits théâtres en ruine pour les transformer en lieux de blanchiment et points relais pour échange de marchandises douteuses. Rosa était une de ses coursières. Belle et bonne actrice, elle n'éveillait jamais les soupçons et savait se sortir de n'importe quelle situation avec les bons mots. Lorsqu'elle le rencontra, Fleur fut surprise de trouver un homme élégant aux traits fins. Il portait un costume sur mesure marron. Ses mains larges et dures n'en semblaient que plus terrifiantes. Assis sur le bord de la scène d'un petit théâtre de boulevard à demi éclairé, il la fit venir face à lui d'un geste. « Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Rosa ?» avait-il demandé. « Bientôt 3 ans, avait-elle répondu, en affichant l'assurance désinvolte de Rosa. À l'intérieur, pourtant, son cœur menaçait d'exploser. Elle n'avait jamais rencontré cet homme de sa vie. Comment pourrait-il croire un seul instant à ce mensonge ? Pour ne rien arranger, elle portait encore sous sa robe l'arme à feu sanglée contre sa cuisse. Les gardes à l'entrée n'avaient pas jugé bon de la fouiller. Ils s'étaient contentés de lui sourire de façon complice. Tous semblaient la connaître de longue date, comme si Fleur n'avait jamais existé, comme si elle avait toujours été Rosa. « 3 ans, c'est long, avait commenté Elliot. Plus long qu'aucune des autres filles, tu sais. Aucune n'a jamais dépassé les 2 ans. La plupart du temps, c'est le mode de vie qui ne leur convient plus. Parfois, c'est la police qui s'y intéresse de trop près. Quoi qu'il en soit, elles finissent toutes par disparaître. » Elliot descendit de la scène pour venir poser une de ses lourdes mains sur l'épaule de Fleur. « Je t'aime bien, Rosa. Tu es maligne et je pense que tu vaux mieux que ce boulot de coursière. On a besoin de plus de gens dans ton genre. On a besoin de subtilité. J'en ai parlé autour de moi et l'idée a plu à tout le monde. Je suis très occupé, tu vois, et j'ai besoin de déléguer une partie de la gestion de ces théâtres. Si ça t'intéresse, tu pourrais faire partie de la famille. Alors, t'en dis quoi ?» En rentrant chez elle 1 heure plus tard, Fleur s'était effondrée, épuisée, vidée de sa substance, saisie de tremblements de la tête aux pieds. Le baiser exigé par le script entre Rosa et Elliot, il avait le goût de la mort. Mais l'angoisse ne faisait que commencer. Dans le script suivant, elle découvrit la raison de sa longévité. Rosa était une balance. Un agent d'Interpol, Élise, et un agent des renseignements français, Paul, sans doute des noms d'emprunt, la sollicitaient régulièrement. Rosa leur fournissait les détails de ses dernières transactions, le temps d'une conversation sous le manteau. La police pressentait un gros coup. Elliot préparait quelque chose dont ils ignoraient les tenants et les aboutissants. Pourtant, Rosa ne révéla à aucun moment le contenu de sa dernière entrevue avec le mafieux. « Putain, à quoi tu joues, Rosa ?» pestait Fleur en lisant chaque nouveau script. Au fil des livraisons, des rencontres avec la police,
des rendez-vous avec Elliot et autres membres de la famille, Fleur découvrit à quel point Rosa était équivoque, glissante, trouble. Elle ne donnait à chacun qu'une partie de sa vérité, mentait avec un naturel et un aplomb terrifiant, en face de gens capables de la tuer de sang-froid. Fleur voulut fuir, quitter ce merdier une bonne fois pour toutes, ne plus craindre pour sa vie du soir au matin, ne plus se sentir épiée par la police, par la mafia, par ce public invisible qui ne cessait de murmurer même dans son sommeil. Mais à chaque fois elle se rappelait les mots de la femme en bleu. Tout manquement sera gravement sanctionné. Et si tout ça c'était du bluff? Et si le vrai but de ce contrat c'était cette histoire de trafic mafieux? Récupérer des actrices paumées et en faire des mules à leur insu, persuadées qu'elles étaient de jouer le rôle de leur vie. Mais alors d'où sortaient ces putains de voix? Toutes ces théories tournaient en boucle dans sa tête, sans jamais qu'elle puisse se décider à tout plaquer. Un mois avant la fin du contrat, l'escalade de mensonges et de manipulations arrivait à un point de non-retour. Fleur découvrit que même les scripts étaient capables de lui mentir, de ne fournir qu'une information tronquée et abusive. Élise et Paul lui avaient fixé rendez-vous à l'arrêt Fédère du bus 76, vers 10h15. Les deux agents devaient s'asseoir au niveau de la sortie du bus, et Rosa s'agrippait à la barre juste à côté d'eux. Couvert par le brouhaha des conversations et le bruit du moteur, ils devaient discuter incognito. Le script se terminait au moment où les portes s'ouvraient, et Rosa descendait un arrêt plus loin. Ce jour-là, en montant à bord du bus 76 de 10h15 à la suite des deux agents, Fleur comprit qu'il s'agissait d'un piège. Rosa venait de les précipiter tout droit dans la gueule du loup. Un à un, les passagers qu'elle croisa lui adressèrent des grimaces silencieuses, tout en révélant leurs armes dissimulées. « Il paraît que tu en sais plus sur ce gros coup ?» demanda Élise. Fleur repensa à ses lignes de dialogue, aux indications. Elle réprima de toutes ses forces les larmes qui montaient. Un mot de travers, la moindre erreur de jeu, et la sanction serait la mort. « Elliot prépare quelque chose dont il ne veut pas me parler », récita l'actrice. « À cause de ça, il va devoir se retirer de la gestion des théâtres pour un moment, faire profil bas et disparaître, finit-elle. » Alors que le bus s'arrêtait, Paul demanda inquiet si elle n'avait aucun indice sur ce fameux coup. Une information, n'importe quoi qui pouvait les aider. Ils étaient à ça de pouvoir le coincer. Fleur descendit du bus et leur afficha un sourire là. Fin du script. Rien ne lui interdisait à présent de leur dire. Elle leur devait au moins ça. Le gros coup, c'est vous. Elle se souviendrait longtemps de leur visage. Le regard qu'ils avaient eu en réalisant qu'ils allaient mourir. Aujourd'hui, Fleur vient de recevoir son dernier script. Il est assez court. Au fond de l'enveloppe se baladaient en tintant 2 balles de petit calibre. Fleur les glisse dans le chargeur de son arme en suivant les instructions d'une vidéo YouTube mise en ligne par une Texane du nom de Liberty. Elle retire la sécurité et recule la culasse jusqu'au clic, signifiant que l'arme est chargée et prête à faire feu. Au fil des mois, elle s'était habituée à la sensation de l'objet dans sa main ou contre sa cuisse. Maintenant chargée, on dirait qu'il s'agit d'une toute autre arme. Elle lui paraît infiniment plus lourde. Ce qu'elle craignait depuis l'arrivée du premier script de Rosa se réalise. Elle va devoir tuer un être humain de sang-froid, pointer son arme directement sur le visage d'un homme, le regarder dans les yeux et faire feu. Le rôle de Rosa a changé Fleur. Au fil de ses livraisons hebdomadaires, elle s'est rendue complice de trafic de drogue, trafic d'armes à feu, de chantage. 2 agents de police sont morts à cause d'elle. Fleur n'a plus rien d'un ange. Pour autant, est-ce qu'elle sera capable d'appuyer sur la détente? Pas le temps d'y réfléchir. Fleur enfile une paire de baskets et glisse l'arme à feu dans son sac à main. Derrière la porte l'attend Anton. Il est venu pour l'accompagner jusqu'à son patron, en planque aux frais de l'organisation dans une petite villa cossue de Seine-et-Marne, le temps qu'Interpol et les agences françaises le sortent de leur radar. Après une petite heure de route et de bouchons, la voiture d'Anton s'immobilise sur le parking d'une grande maison neuve sans charme. Son chauffeur se penche et fouille dans la boîte à gants maugréant avant de trouver l'objet de son désir. Un petit silencieux en métal gris qu'il tend à Fleur avec un sourire. Viens, entre, je vais te faire visiter. C'est pas mal, hein? Plutôt désuet comme architecture, mais j'adore. Je vais être bien ici, je pense. C'est dommage qu'on ne puisse plus trop se voir à partir de maintenant. Ça aurait pu être notre nid d'amour. Fleur écoute Elliot parler, parler et parler. Il vante les mérites et les avantages de la banlieue comme s'il y avait habité toute sa vie. Il leur sert un verre de champagne glacé dans la cuisine. Dans ses grosses mains, les flûtes semblent minuscules et terriblement fragiles. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle doit y arriver? Si elle échoue, Anton le tuera de toute façon. Et après, il la tuera elle aussi. Et si elle réussit, qu'est-ce qui se passe après? Elle aura tué un homme de ses mains, voilà ce qui se passera. Il n'y a pas de suite. Fin de l'histoire. Tombée de rideau. Elle est restée captive d'une metteuse en scène qui n'existe pas, de voix qu'elle n'entend plus depuis des mois. Elle n'a plus rien d'une actrice désormais. Ça n'a plus rien d'un rôle de composition. C'est sa vie à présent. Rosa a pris le dessus. Elle est Rosa. Fleur n'existe plus. Fleur a perdu la partie. Fleur n'a jamais existé.
Fleur n'a jamais existé, répète-t-elle en écho à ses pensées. Rosa brandit l'arme et pointe le canon du silencieux entre les yeux du mafieux insouciant. Elliot sourit nonchalamment. Tu malines, certes, mais tu n'as rien d'une tueuse, Rosa. Laisse donc tomber cette arme et discutons de... Rosa, livide, contemple le corps sans vie. Elle sourit. Elle est épuisée. C'est enfin terminé. Et coupé. Parfait, c'est bon, c'est dans la boîte tout le monde. Allez, on passe à la suite. Au sol, le cadavre d'Elliot se redresse. Hilar, aidé par deux techniciens. L'assistante de production, casque sur l'oreille, vient souffler à Rosa qu'elle n'a plus de scène aujourd'hui et qu'elle peut rentrer chez elle si elle le souhaite. L'accessoiriste se précipite et attrape de justesse le pistolet qui glissait hors de ses mains. En le suivant des yeux tandis qu'il s'éloigne en maugréant, Rosa remarque enfin la caméra fixée sur elle et les grands signes du réalisateur. Elle s'approche et il la gratifie d'une tape vigoureuse sur l'épaule. Rosa, c'était incroyable, putain. T'étais magnifique. Tu veux revoir la prise ? Non, lui répond-elle laconiquement. Je sais qu'elle est bonne. J'ai tout donné. Au loin, derrière la foule pressée des techniciens qui s'affairent en tous sens, Rosa aperçoit une silhouette familière. Elle s'excuse auprès du réalisateur et part la rejoindre. C'était le dernier jour de tournage pour Rosalma. Sur son chemin, les gens s'écartent avec déférence tout en l'arrosant d'applaudissements nourris. La femme en bleu l'attend adossée au mur, un large sourire aux lèvres. Alors Fleur, ou plutôt je devrais dire Rosa, qu'est-ce que vous en dites ? Le rôle de toute une vie, pas vrai ? Malgré la fatigue, Rosa laisse échapper un rire là. Les yeux de la femme en bleu s'allument, et son sourire se fait plus large encore. Vous avez été incroyable. On a cassé tous les records d'audience. Chez nous aussi, vous êtes devenue une star. Tout le monde vous attend avec impatience. Mais pour ça, vous avez encore le temps. Vous êtes Rosa Alma à présent. Les plus grands s'écharpent pour vous avoir dans leurs films et tous les théâtres vous ouvrent grand les bras. Il vous reste encore toute une vie d'actrice devant vous. Et après ? Demande avec cynisme Rosa. Après ? On verra ça plus tard, voulez-vous ? Nous voilà arrivés au terme de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. Même si l'écriture de cet épisode s'est avérée un vrai cauchemar, je suis bien content d'avoir pu partager cette histoire avec vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je serai également ravi de discuter boutique avec vous sur le Discord ou bien le Twitter de l'émission, dont vous pourrez retrouver les liens dans la description de cet épisode. En attendant, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous.